toutes et tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes lectures du mois d'avril. Ok, on est le 13 juillet. J'ai commencé ce mois d'avril par la fin de ma lecture d'une rivière dans les arbres de Jacqueline O'Mahony aux éditions Les Escales. Je ne vous en reparle pas puisque je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture du mois de mars. En fait j'ai lu cette lecture entre fin mars et début avril. Et ça a été une grosse déception. Si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai pensé de cette lecture irlandaise, je vous invite à aller voir mon update lecture. Par contre ensuite j'ai fait une lecture exceptionnellement bonne, ça a été un gros coup de cœur. Je ne vous en parle pas très longuement ici dans cette vidéo puisque je vous en ai déjà parlé dans une toute petite vidéo dédiée. Il s'agit du livre La Renaissance de Pemberley de Lise Antun-Simoes. Je sais toujours pas comment ça se prononce, et c'est auto-édité. Je vous en ai parlé dans une vidéo, dans une très courte vidéo dédiée à l'occasion des booktubeurs Faites le printemps. Voilà, je vous mettrai le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est une austennerie, c'est-à-dire un livre dans le monde de Jane Austen, et en l'occurrence c'est une suite à Orgueil et Préjugés, et une excellente suite j'ai trouvé. J'ai passé un excellent moment, ça a été une lecture doudou pendant ce confinement, je crois mon plus gros coup de cœur de ce mois d'avril. Enfin je vais vous parler vraiment de 8 nouveaux livres dont je ne vous ai encore jamais parlé. Vous allez voir, il y a des belles choses, il y en a des moins bonnes. Il y a pas mal de fantaisie parce que pendant ce mois d'avril j'ai surtout lu pour le prix Imaginal des bibliothécaires, et il y a également beaucoup de graphiques puisque je pense que je me suis un petit peu évadée pendant ce confinement à travers les images, à travers plusieurs titres graphiques. Je commence par Mère morte de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Je sais que c'est un titre qui a eu beaucoup de succès sur les blogs, sur Instagram et en vidéo. Mais pour moi ça l'a pas fait, ça a été une assez grosse déception. Déception d'autant plus que j'ai déjà lu deux autres livres de Aurélie Wallenstein qui sont Le Roi des Fauves et Le Dieu Oiseau, et pour ces deux livres là, si ça n'avait pas été des coups de cœur, ça avait quand même été d'excellentes lectures. J'avais été emportée, j'avais adoré le travail d'Aurélie Wallenstein sur ses personnages qui à mon goût avaient des personnalités vraiment profonde, avec du relief, très bien croqué, un réalisme dans le traitement des personnages, dans la psychologie des personnages. J'avais trouvé ça génial. Et là, malheureusement, j'ai pas du tout retrouvé ça, bien au contraire, et je pense que c'est à cause des personnages justement que j'ai eu une grosse déception pour Mère morte. Comme d'habitude avec Aurélie Wallenstein, on est dans un univers qui est très sombre. Là on est dans un univers légèrement futuriste, dans ce qui pourrait être notre monde dans quelques années. Et ça fait un petit peu peur. On découvre que les mers, les océans et les créatures qui les peuplaient ont complètement disparu à cause de la cruauté des hommes, et en fait les animaux reviennent plus ou moins régulièrement sous forme de fantômes grâce à des vagues fantomatiques qui déferlent sur les quelques communautés d'hommes qui ont survécu, et ils déferlent, ils sont là pour se venger. Heureusement quelques humains sont dotés de pouvoirs, ce sont des exorcistes, et ces quelques humains réussissent à protéger les communautés qui ont survécu. Évidemment notre jeune héros qui s'appelle Ural est un exorciste, il a lui-même des pouvoirs et il protège une petite communauté. Et il s'enorgueillit énormément de cette place, il adore cette place un petit peu de sauveur. Malheureusement pour lui, un jour va débarquer un vaisseau pirate fantôme qui va le kidnapper. Dans cet équipage pirate, il y a le capitaine notamment qui s'appelle Bengal et qui est un être assez cruel qui va transformer Ural en esclave, en jouet, parce qu'il a des projets très précis pour lui. Je vous laisse la surprise, je ne vous en dis pas plus, quels sont ses projets, pourquoi Ural s'est fait kidnapper par ces pirates. Voilà, je vous laisse la surprise. Alors évidemment la thématique de la destruction des mers, des océans, des créatures à cause des hommes, ce message très écolo, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me plaît énormément. Donc là pour le coup j'ai rien à redire là-dessus, c'est efficace. Bon, même si le propos est peut-être un petit peu trop appuyé, ça manque peut-être un petit peu de subtilité, ça reste un titre plutôt jeunesse, donc pour le coup c'est pas mal fichu, et c'est important d'avoir des titres qui reviennent avec de tels messages, donc
Pour ça, bravo Aurélie Wallenstein. En revanche, comme je vous le disais, pour moi, ce qui n'a pas fonctionné dans ce roman, ce sont vraiment les personnages, notamment Ural, le héros, que je n'ai pas apprécié du début à la fin. J'ai pas réussi à comprendre qui il était et l'évolution qu'il a pu avoir tout au long du roman. L'autre personnage principal, c'est Bengal, le capitaine du navire fantôme. Là aussi, j'ai pas du tout compris pourquoi tout le monde l'adorait. Moi, je trouvais que c'était quelqu'un de complètement détestable et j'ai pas du tout compris sa personnalité. Et la relation qui va se nouer entre les deux, bah là aussi je l'ai pas du tout trouvé crédible parce que j'ai pas compris du tout comment ça pouvait en arriver là. Donc hyper déçue par la psychologie des personnages, la construction, alors que, encore une fois, comme je vous le disais dans l'introduction, Aurélie Wallenstein m'avait habituée à vraiment mieux au niveau des personnages. Je pense que peut-être, contrairement au Dieu oiseau et au Roi des fauves, qui étaient quand même des textes très adultes qui allaient vraiment au fond des choses, là on reste peut-être un petit peu trop en surface, tout simplement parce que c'est peut-être un titre qui est plutôt destiné à un public un peu plus jeune, et donc peut-être qu'Aurélie Wallenstein a voulu pas forcément édulcorer, mais en tout cas pas entrer dans le détail et rester un petit peu en surface. Et moi je trouve que finalement c'est dommage, parce que toute la profondeur, toute la richesse de ces autres titres ne se retrouve pas là. Voilà, encore une fois, une déception, et je suis la première déçue. J'ai ensuite lu Le Loup de Rochette, et moi j'ai l'édition France Loisirs. C'est tout simplement l'histoire de l'affrontement d'un berger et d'un loup dans les montagnes. C'est censé être un endroit protégé, mais le berger en a tellement marre de voir ses moutons, ses brebis agressés par des loups, qu'il se donne pour objectif d'éliminer tous les loups de la montagne. Et donc il va abattre une louve qui avait mis au monde un louveteau quelques semaines, quelques mois auparavant. Donc le louveteau se retrouve seul. Le berger par contre se refuse à tuer le louveteau puisque ce n'est pas un adversaire à sa taille. Il attend que celui-ci grandisse pour pouvoir l'affronter un petit peu plus dignement. Donc les deux combattants se retrouvent au fil des saisons, ça va devenir un petit peu comme un jeu, même si c'est un jeu très cruel. Dans ce monde sauvage, isolé, ils ne sont que deux dans cette montagne, au sommet de cette montagne, et finalement ouais, il y a une sorte de respect qui se met en place entre les deux. C'est une histoire qui parle de la nature, de grands espaces, de la solitude d'un homme qui se retrouve berger en haut des montagnes, mais c'est aussi, et c'est ce que j'ai préféré, une histoire de cohabitation entre deux espèces vivantes, donc un loup et un homme, qui ne parviennent pas à cohabiter tout simplement parce que l'homme considère que s'il est là, c'est son territoire et qu'il ne doit pas laisser la place à un autre être vivant, en l'occurrence un autre animal, un loup. À la fin il y a une postface de 3 ou 4 pages, donc vraiment du texte, pas d'image, qui revient un petit peu sur cet affrontement entre l'humain et la bête sauvage, et qui revient aussi sur cette idée de cohabitation de plusieurs espèces dans un même environnement. Donc il y a un aspect assez écolo que j'ai trouvé assez intelligent. Enfin moi c'est quelque chose qui me parle énormément, et donc un message qui va beaucoup plus loin que si les loups tuent les brebis, abattons tous les loups. Heureusement, un message qui va beaucoup plus loin que ça. Ce rapport de territoire entre plusieurs êtres vivants, ce partage de territoire, comment on peut faire ça intelligemment pour que toutes les espèces arrivent à cohabiter au même endroit. Il y a assez peu de texte, assez peu de bulles dans cette BD, mais les images se suffisent vraiment à elles-mêmes, les illustrations sont magnifiques, on ressent vraiment cet espace sauvage, isolé, cette nature magnifique, donc j'ai adoré les planches, ça me fait rêver. Je me suis ensuite plongée dans le premier tome de Buffy contre les vampires, premier tome qui s'appelle L'Enfer du lycée. C'est de Jordie Bellaire et Dan Mora et c'est aux éditions Panini Comics. Alors pour tout avouer, j'avais déjà testé un comics Buffy contre les vampires il y a au moins une dizaine d'années quand le premier tome de la saison 8 en comics est sorti. Je vous le montre parce que je l'ai encore. J'avais super envie de découvrir la suite des aventures de Buffy parce que Buffy c'est un petit peu la série de mon adolescence. J'étais vraiment team Buffy et pas du tout team Charmed. D'ailleurs là en ce moment on se refait un petit peu les rediffs de Charmed de temps en temps et je trouve ça mais ridicule. Alors autant les effets spéciaux dans Buffy étaient un petit peu kitsch, mais vraiment assumés, autant dans Charmed, mais oh là là, mais catastrophe. Et là en 2020 je trouve que ça a vraiment
plus mal vieilli que Buffy. Tout ça pour dire voilà, que j'étais team Buffy quand j'étais ado et pas du tout team Charmed, et c'est encore le cas aujourd'hui 20 ans plus tard. Ce premier tome de la saison 8 de Buffy m'avait beaucoup déçu. Pourquoi? Parce que en fait moi quand je l'ai vu, j'ai vu l'illustration de couverture et je me suis dit oh, c'est magnifique, ça va être super. Et en fait comme c'est souvent le cas je trouve avec les comics, l'illustration de couverture n'a absolument rien à voir avec l'illustration, avec les illustrations à l'intérieur. Ça avait été une grosse déception, donc je n'ai jamais acheté et lu la suite. J'avais envie de laisser sa chance à cette nouvelle série de comics autour de Buffy. C'est un reboot de la série télé. Donc là on est au début de la saison 1 de la série télé. Sauf que on ajoute 20 ans à la série. Buffy en série ça date des années 97-98. Là imaginez qu'on reprend la série télé avec les personnages mais en 2018, 2019, 2020. Donc avec des personnages un tout petit peu différents, même si on retrouve bien l'essence Buffy. Ça commence par les tenues vestimentaires qui ne sont pas du tout les mêmes que ce que pouvaient porter les acteurs dans la série télé en 98. C'est aussi le fait que les personnages ont des téléphones portables à la main, des iPhones. C'est aussi par exemple Willow qui dès les premières planches de ce comics est avec sa petite amie, donc on sait dès le départ qu'elle est lesbienne et c'est assumé complètement, alors que dans la série télé ça n'arrive que lors de la saison 4, c'est beaucoup plus dans l'air du temps 2020. Alors est-ce que ça apporte vraiment beaucoup de choses par rapport à la série télé? Oui, parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont un petit peu différentes. En même temps on retrouve cette tendresse pour les personnages qu'on pouvait avoir quand on regardait la série télé. Donc je pense que c'est pas mal pour les fans qui ont envie de retrouver un petit peu ce côté nostalgique de leur adolescence avec la série télé. Et puis ça peut être bien pour les nouveaux lecteurs, enfin pour ceux qui n'ont jamais vu Buffy à la télé, de découvrir un petit peu l'histoire de cette tueuse de vampires. Et puis côté illustration, je suis pas déçue, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors est-ce que c'est parce que justement effectivement je m'habitue aux illustrations des comics, ou est-ce que c'est parce que les illustrations de Dan Mora sont vraiment très sympas, et je suis assez curieuse de découvrir la suite. Encore un comics mais cette fois un peu plus jeunesse avec Mortel Adèle au pays des contes des fées. C'est de Monsieur Tan, Mr Tan et Diane Lefeyer. C'est aux éditions Tourbillon, collection Globule. Mortel Adèle, c'est une héroïne que tous les enfants s'arrachent dans les médiathèques, dans toutes les médiathèques où j'ai pu aller. Mortel Adèle, c'est vraiment une des séries qui n'est jamais en rayon. Je me suis dit, eh ben tant pis, je vais pas commencer par la série de base, je vais plutôt commencer Mortel Adèle par un tome un petit peu hors série. Et donc je me suis acheté Mortel Adèle au pays des contes des fées, l'occasion pour moi de découvrir cette héroïne de caractère dans une aventure un petit peu annexe, un petit peu particulière et qui revient sur des thématiques qui me parlent plutôt pas mal. Donc dans ce royaume il y a une compétition entre les petites princesses qui doivent récolter le plus de points sourire. C'est ça, hein? Oui, voilà, le plus de points sourire, et celle qui en aura le plus sera nommée la princesse étoile du royaume. Pour récolter les points sourire, les princesses doivent être très gentilles, très douces, très bien habillées, très souriantes, rendre service. La petite Adèle, elle débarque dans ce royaume, elle n'a pas du tout envie de participer à cette compétition, mais ce sont ses parents qui l'obligent à le faire. Mais elle trouve ça complètement stupide, que ce soit les petites princesses qui doivent avoir des bonnes actions pour gagner des points, et qu'à côté de ça, en face, les petits princes, eux, peuvent accéder au trône sans rien faire, juste en donnant des ordres à leurs serviteurs et en passant leur journée à rien foutre. Donc des petits messages comme ça plutôt assez cool, les clichés des contes de fées, les princes, les princesses, et puis bah voilà, ce petit côté égalité, garçon-fille, féminisme, voilà, des petits messages qui passent super bien, avec beaucoup d'humour et des illustrations qui sont très colorées. Donc ça plaira autant aux enfants qui n'y verront peut-être pas énormément de messages féministes, mais qui s'amuseront beaucoup à suivre Mortel Adèle, la petite Adèle avec son sale caractère, et aussi pour les lecteurs un peu plus grands qui effectivement verront un deuxième sens de lecture, verront un petit peu plus de messages engagés. J'ai ensuite lu le premier tome de Chevauche Brume de Thibaut Latil-Nicolas aux éditions Nemos. Je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai lu en numérique, j'avais emprunté l'e-book à la médiathèque où je travaille. Et pourquoi j'ai lu ce titre? Parce qu'il faisait partie de la sélection pour le prix Imaginal des bibliothécaires de cette année. Dès les premières pages, j'ai
j'ai été happée, j'ai été transportée. Alors le premier chapitre m'a quand même un petit peu perdue parce qu'on est sur un champ de bataille, on est dans un camp, on ne sait pas où, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, et j'étais complètement paumée, je ne comprenais rien. Ça commençait pas génial. Mais très vite, on a vraiment le fil rouge de l'intrigue principale qui se dessine, c'est-à-dire le fait que dans ce royaume fantasy, au nord de ce royaume, il y a une frontière qui est constituée par une brume noire, mais depuis quelque temps, la frontière est pas mal agitée, et de cette brume sortent des créatures d'un noir d'encre très dangereuses qui attaquent tout ce qu'elles trouvent. Donc forcément, le dirigeant du royaume, qui est un jeune garçon, mais en tout cas son conseiller, va mandater une compagnie d'hommes, une troupe d'hommes, la 9e compagnie, et va demander à cette troupe d'hommes d'aller enquêter et d'aller régler un petit peu le souci. Voilà, au nord du royaume, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette frontière est mouvante, pourquoi il y a plein de créatures qui sortent, et voilà, il faut régler le problème parce qu'il y a un petit peu trop de dégâts autour de tout ça. La 9e compagnie, donc la troupe de soldats, va être accompagnée d'une autre troupe de soldates, une délégation de femmes guerrières, et également 2 mages, un mage aguerri et son apprenti. Donc c'est clairement pas une intrigue très complexe, puisque je vous ai donné le fil rouge principal, mais en même temps ça fonctionne assez bien. Et puis à la fin on a quand même une petite révélation surprise, je ne vous en dis pas plus. Le but de l'intrigue c'est pas tellement d'aller combattre les monstres et de régler le souci, c'est plutôt de comprendre pourquoi la frontière est là, qui sont ces monstres, comment ils sont là. Globalement dans l'intrigue, dans ce premier tome, tous les personnages ne vont pas rester tout le temps ensemble, ils vont se séparer en plusieurs groupes et on va suivre les groupes un petit peu de façon alternée selon les chapitres. Personnellement j'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé plutôt bien construits, bien croqués, je trouvais que c'était assez réaliste et je me suis sentie vraiment au cœur de l'action, auprès d'eux, auprès de cette troupe, notamment cette 9e compagnie, ces soldats un petit peu rustres. J'ai trouvé qu'ils étaient bien croqués, bien décrits. On y croit. Alors effectivement, même s'il y a pas mal de personnages féminins, notamment cette délégation de femmes guerrières, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite faiblesse de ce côté-là parce qu'elles sont peut-être pas forcément aussi bien croquées que les soldats masculins de la 9e compagnie. En même temps, je pense que l'auteur a vraiment voulu mettre l'accent sur cette 9e compagnie et que les autres personnages étaient des personnages plus annexes, plus secondaires. Bon, c'est vrai que ces femmes-là manquent un tout petit peu de relief. En revanche, j'ai vu plusieurs chroniques, plusieurs avis qui étaient déçus du traitement des personnages féminins, qui parlaient d'un traitement assez sexiste. Et alors là, je comprends pas vraiment, j'ai pas du tout cette perception-là. Effectivement, il y a plusieurs soldats masculins qui sont misogynes dans ce roman. Ils le sont, c'est assumé, mais justement ils vont être confrontés à ces femmes guerrières pendant le roman, ils vont être bien remis à leur place et leur discours va un petit peu évoluer au fil du roman. Donc pour le coup je trouve que l'auteur dénonce plutôt bien le sexisme. Alors certes il y a peut-être quelques passages qui sont un petit peu maladroits, mais de là à trouver des propos sexistes dans les propos de l'auteur, et ben je comprends pas trop. Il me semble que on peut interpréter un petit peu comme on veut les livres que l'on lit, que voilà, tout dépend de l'interprétation qu'on en donne et que c'est facile de voir un petit peu ce qu'on veut dans les pages d'un bouquin, qu'on peut très facilement surinterpréter. Et peut-être que je suis complètement dans l'erreur, hein. Peut-être que c'est moi qui interprète mal, qui surinterprète et pas dans la bonne direction, mais en tout cas voilà, moi j'ai perçu le message de Thibault Latil-Nicolas assez positivement au sujet de ce traitement des personnages féminins, mais apparemment ça n'a pas été le cas d'autres personnes. Voilà, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. En même temps, voilà, les perceptions changent selon les personnes qui lisent, selon les personnes qui reçoivent le message. J'ai pas de bonne réponse à apporter à ça. Moi je vous dis comment j'ai perçu ça. Vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Bref, tout ça pour dire que pour moi, même s'il y a certaines maladresses, un petit peu peut-être dans le traitement de certains personnages, peut-être quelques maladresses dans la narration, pour moi, pour un premier roman, j'ai trouvé que c'était déjà bien abouti, que c'était déjà plutôt très bien écrit, puisque les scènes, notamment les descriptions des combats, étaient très immersives, et puis j'ai trouvé que l'auteur savait très bien ménager son suspense. Tout au long du roman, on a cette curiosité, on a envie de tourner les pages pour savoir
ce qui va arriver à la fin, quel est le fin mot de l'histoire, quelle est l'explication pour cette brume et ces créatures noires qui en sortent. Donc voilà, un premier roman certes perfectible, mais qui personnellement m'a pas mal plu et pour le coup m'a pas mal marqué. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion de lire la suite, mais ça sera peut-être le cas dans les prochains mois. Je pense que je serais assez curieuse de lire ce tome 2 parce que j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, notamment dans la confrontation entre la foi et les sciences. C'est une thématique qui est un petit peu abordée dans ce premier tome, qui est hyper intéressante mais qui reste un petit peu en surface. Cette foi et ces sciences sont respectivement incarnées par le clergé et les mages. Donc voilà, il y a un côté magique, mais une magie très scientifique. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est un aspect qui est plutôt pas mal et qui demanderait à être un petit peu plus développé. Et si c'est le cas dans le deuxième tome, je serais très curieuse de lire. Je continue à nouveau avec des graphiques, avec deux tomes que j'ai énormément aimé, deux tomes d'une série qui est vraiment énormément appréciée et je comprends enfin pourquoi et je suis vraiment ravie d'avoir commencé cette série. Lock and Key. Alors là j'ai le tome 1 qui s'appelle Bienvenue à Lovecraft, c'est de Joe Hill, illustré par Gabriel Rodriguez. Là je vous montre l'édition e-comics en relié. En fait c'est Monsieur Lou qui me l'avait offert avant qu'on emménage ensemble. Lui il a déjà les 6 tomes, mais les 6 anciens tomes publiés aux éditions Milady et les tomes souples. Voilà, donc là c'est le premier tome. Le deuxième tome chez Milady, qui est donc en souple, s'appelle Casse-tête. C'est l'histoire de la famille Locke. Et on découvre dans ce premier tome que les 3 enfants, l'aîné Tyler, l'adolescente Kinsey et le petit frère vraiment enfant Bod, viennent de perdre leur père qui a été sauvagement assassiné par un étudiant complètement dérangé un soir dans la maison. Les enfants étaient là, la mère était là et le père a été assassiné. La mère et les 3 enfants complètement traumatisés et en deuil vont fuir la maison et vont emménager dans un très ancien manoir qui appartenait à la famille. Évidemment dans ce vieux manoir il y a énormément de secrets et autant vous dire que c'est complètement glauque, sinistre, inquiétant et en même temps complètement addictif parce qu'on a envie de connaître un petit peu plus l'histoire de ce manoir. Alors pourquoi Lock and Key? En fait dans ce manoir il y a des dizaines et des dizaines de clés qui sont plus ou moins cachées, que les enfants et surtout Bod le plus jeune va découvrir. Chaque clé ouvre une porte ou autre chose qu'une porte et chaque clé a des pouvoirs un petit peu magiques, a des capacités surnaturelles. Je ne peux pas vous en dire plus pour vous laisser la surprise, mais voilà, ça a un côté vraiment addictif et en même temps c'est vraiment glauque, voire effrayant, ça met mal à l'aise, mais j'adorais. C'est bizarre de dire ça, mais c'est une vraie réussite. Et je pense que ce qui fonctionne super bien dans cette série, ce sont les personnages qui sont hyper attachants. Ils ont vécu un drame, on vit le drame avec eux, hein. Vraiment, c'est assez percutant. Et ensuite, on suit un petit peu ce qui leur arrive dans ce manoir, les aventures. Et ce qui est super bizarre, c'est qu'en tant que lecteur, on a un petit côté omniscient, on découvre des choses que eux, ils ne savent pas sur certains autres personnages annexes, notamment. Et on a tellement envie de les prévenir des dangers qu'ils peuvent courir. On a tellement envie de rentrer dans le comics pour leur dire attention, non, surtout ne fais pas confiance à cette personne, surtout ne fais pas ça. Et bah évidemment ils vont faire tout ce qu'il faut pas. Voilà, il y a un côté vraiment prenant à cette histoire. Je suis vraiment super contente d'avoir commencé. Alors je sais qu'il y a une série qui a été mise sur Netflix il y a quelques mois maintenant, mais on n'en a pas eu de très bons échos avec Monsieur Lou, tout simplement parce que apparemment la série est vraiment plus jeunesse et donc on perd un petit peu tout le côté très glauque, très malsain qu'il peut y avoir dans le comics. Voilà, donc après c'est peut-être une bonne série, peut-être qu'on changera d'avis et qu'on regardera la série Netflix un de ces jours, mais voilà, l'aspect jeunesse nous embête un petit peu parce qu'il y a une vraie profondeur, un vrai relief dans ces comics.
Et voilà, ça nous fait un petit peu peur de perdre ça pour un aspect un peu plus jeunesse. Et je termine avec un dernier roman pour ce mois d'avril, qui là aussi a été lu dans le cadre du prix Imaginal des bibliothécaires, donc un roman imaginaire et pour le coup, encore une fois, un roman fantasy. Il s'agit du premier tome de La Lyre et le Glaive, premier tome qui s'appelle Le Diseur de mots, c'est de Christian Léaurier et c'est aux éditions Critiques. Là aussi, je ne peux pas vous le montrer puisque là encore, je l'avais emprunté en numérique au travail. Bizarrement, sur le coup, c'est une lecture qui m'a convaincue. J'avais trouvé ça plutôt pas mal fichu et en fait je me suis rendu compte 2-3 semaines, un mois après, et que je n'avais quasiment aucun souvenir de cette lecture. Contrairement à Chevauche-Brume qui m'a quand même beaucoup plus marqué. Donc en fait je me dis que c'est pas tellement bon signe, c'est de la fantaisie pure et dure, alors qu'en fait Christian Léaurier est apparemment un auteur très reconnu en science-fiction et c'est une des premières fois il me semble qu'il faisait une incursion en fantasy. Donc il y a de très bonnes choses je trouve objectivement dans cette histoire, notamment la construction des personnages et en même temps il y a des choses un petit peu plus bancales, notamment le rythme. J'ai trouvé que ça s'essoufflait et qu'il y avait vraiment des temps morts. Il y a eu des moments où je me suis un petit peu plus ennuyée. Voilà, alors est-ce que c'est parce que l'auteur est plus habitué à un univers de science-fiction et donc il maîtrise un petit peu moins les codes de la fantasy, ce qui fait que ça a joué un petit peu sur le rythme, la construction narrative, je ne sais pas. Heureusement il y a une alternance de voix narrative, de personnages selon les chapitres et donc à chaque fois ça relance un petit peu l'action, ça relance un petit peu l'intérêt. Clairement j'ai préféré les chapitres qui mettent en avant Kelt, qui est donc le diseur de mots qui donne le sous-titre à ce premier tome, Orsto, qui est un personnage qui va suivre Kelt dans sa quête, et Varka, qui est une jeune femme. Alors Kelt, on va le découvrir, il a donc un don un petit peu particulier, il est diseur de mots, c'est-à-dire que quand il parle, déjà il ne peut pas mentir et ce qu'il dit globalement va se réaliser, donc c'est quelque chose qui lui attire quand même pas mal de soucis. Et lui en fait dans cette histoire, il n'a qu'une idée en tête, c'est retrouver une forêt mystérieuse et on va le comprendre petit à petit, il essaye de retrouver un amour perdu. Orsto est considéré comme un homme sanglier, il a une face vraiment particulière, c'est une race d'hommes particulière dans ce monde fantasy. Lui, il est là dans cette histoire au début parce qu'il se porte garant de Kelt, il va le représenter lors d'un combat, lors d'une joute, lors d'un duel, et ensuite il va se lier d'amitié et il va le suivre dans sa quête. Et puis enfin Varka qui est une jeune femme, elle qui appartient à un peuple un petit peu particulier, je crois que c'est le peuple des étoiles mais je ne suis plus sûre, je m'en souviens plus très bien. Ça m'a fait penser un petit peu au peuple des gitans. Un peuple un petit peu itinérant avec des roulottes, une diseuse de bonne aventure, etc. Et donc elle, Varka, va quitter son peuple parce qu'elle découvre que son destin est lié à celui de Kelt. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai préféré suivre les chapitres qui étaient plutôt dédiés à ces trois personnages. À côté de ça, on a beaucoup d'autres personnages plus ou moins secondaires. On peut pas dire qu'il y a vraiment de personnages principaux dans cette histoire, hein, parce qu'il y a énormément de figures différentes. Tous ces personnages ont des aspirations complètement différentes. Il y en a certains qui cherchent le pouvoir, la richesse, la vengeance, d'autres qui sont animés par la foi, par l'appât du gain, par la violence, par le combat. Des personnages vraiment très différents, mais qui évoluent tous dans un monde qui est en pleine transformation. En fait on comprend le royaume principal dans lequel vivent plutôt Kelt et les personnages est un royaume un petit peu ancien dans lequel il y a une religion qui est plutôt ancienne, plutôt polythéiste, et au contraire dans le royaume d'à côté il y a la montée en puissance d'une nouvelle religion monothéiste, donc avec un dieu unique. Et dans ce royaume à côté il y a énormément de progrès aussi, j'ai pas envie de dire scientifique, mais en tout cas dans le quotidien, l'architecture, etc. Donc c'est un monde qui est vraiment en pleine transformation et les personnages ont des aspirations très différentes dans ce monde qui est en train de bouger. Donc j'ai trouvé que Christian Léaurier se débrouillait très bien pour croquer ces personnages qui ont ce côté très humain, c'est pas du tout des personnages manichéens, ils sont assez palpables et ils sont franchement bien fichus, complexes, avec du relief, voilà, donc ça c'est le vrai point positif de cette histoire. Encore une fois malheureusement l'intrigue m'a un petit peu moins passionnée, disons que contrairement à
Thibault Latil-Nicolas, qui je trouve savait très bien ménager son suspense jusqu'au bout. Là il y a un petit peu moins de suspense dans l'histoire et donc ça m'a un petit peu moins happé, un petit peu moins marqué. Objectivement dans ce premier tome il y a plein de choses qui sont plutôt très positives, très bien faites, mais il m'a manqué quand même pas mal d'émotions et le truc qui aurait fait que j'aurais été vraiment transportée dans cet univers. Je m'arrête là pour ces lectures du mois d'avril. Comme vous avez pu le voir, il y a du plutôt très bon, du moins bon, de la déception, des graphiques, des romans, un petit peu pour tous les goûts. C'est un mois qui était plutôt tranquille, je vous ai pas présenté énormément de titres. En revanche, au mois de mai, j'ai fait énormément de lectures et de très gros coups de cœur. Donc la prochaine vidéo update lecture sera une très longue vidéo et avec de très belles émotions. Il y aura aussi dans quelques jours, quelques semaines, une vidéo book haul qui arrivera sur cette chaîne, puisque au mois de juin et là les premiers jours de juillet, il y a beaucoup de nouveaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. C'est un petit peu n'importe quoi, mais je me suis fait plaisir. Alors je ne sais pas si je fais une vidéo book haul à la fin du mois de juillet pour vous présenter déjà tout ça, je pense qu'il y a une quinzaine de titres déjà à vous présenter, ou si j'attends vraiment la fin de l'été pour vous faire un book haul des 3 mois d'été, juin, juillet, août. Dites-moi ça en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de mettre des petits pouces positifs sur les vidéos, vraiment ça me fait très plaisir et c'est super important pour le référencement. Merci également aux personnes qui partagent les vidéos, à celles qui prennent le temps de laisser des commentaires. C'est très apprécié, je lis absolument toutes vos interventions sur les vidéos et j'essaye de répondre au plus grand nombre. Normalement j'ai répondu à tous les commentaires des anciennes vidéos, il y a juste la vidéo pile à lire de l'été pour laquelle j'ai pas répondu aux commentaires, qui étaient souvent des commentaires liés au vote, donc c'est vrai que j'avais un petit peu moins de choses à répondre, mais promis je le fais très vite. Et enfin un merci aux personnes qui ont pris le temps d'aller sur Utip pour regarder une ou plusieurs publicités. Ça me fait vraiment super plaisir que voilà, vous preniez le temps de faire ça. Ça montre un petit peu votre soutien et ça fait chaud au cœur. Voilà, je suis super contente. Et apparemment il y a une personne qui a laissé un tip, un petit pourboire. Je trouve ça super sympa. J'en avais pas parlé parce que je trouve ça un peu délicat de demander aux gens de vraiment donner de l'argent. Ça me gêne un petit peu. À ceux qui regardent quelques vidéos de pub ou à ceux qui laissent carrément des petits pourboires, vraiment merci, ça me fait chaud au cœur et ça me motive à faire encore plus, encore mieux, encore plus souvent. Je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances si vous en avez, de très beaux voyages si vous avez l'occasion de voyager, en tout cas de très belles lectures. Si comme moi vous n'avez pas de vacances avant la fin du mois d'août, les lectures ça sera ce qui nous permettra de nous évader un petit peu du quotidien. Belle lecture, merci pour tout et à bientôt.